Salam alaikum. Bonsoir, Haythami, PDG Groupe Le Matin. Merci beaucoup d'être venu. Je vois une très belle assistance. Le sujet est intéressant. J'ai le plaisir donc de recevoir un ancien collègue puisqu'on a travaillé longuement ensemble. Mais aujourd'hui, il a une autre casquette. Et on a plusieurs en fait parce que c'est aussi un artiste peintre, chroniqueur. Mais aujourd'hui, c'est un auteur qui a eu, je dirais, l'inspiration de prendre à bras-le-corps un sujet très clivant, un sujet très complexe que beaucoup ne comprennent pas. Et même nous, Marocains, nous ne connaissions pas réellement l'origine. Et nous ne voyons que la partie visible de l'iceberg. Et donc, enfin, un chirurgien, notre ami Arbi Bargash, a travaillé sur le sujet. Je crois que moi j'ai lu le livre. Il est très passionnant parce qu'il y a aussi une partie de la vie et je ne veux pas, je dirais, tout dévoiler. Il y a une partie de l'héritage personnel de Sidi Bargash puisque ses grands-parents étaient ministres et étaient aussi impliqués dans la vie politique du royaume à Tanger, à Rabat et à Fès, avec pour interroger ou la contredire ou la débattre et animer Fedwa Mis, qui est aussi une collègue le matin et qui est une autrice aussi. Donc nous allons nous régaler aujourd'hui et nous allons apprendre beaucoup de choses sur cette fraternité à reconstruire. Je crois que le titre inspire et il explique un peu la chose. Encore une fois, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et j'espère que nous allons en sortir beaucoup plus enrichis. À toi, Fedwa. Merci beaucoup, Monsieur Haythami. Merci à toutes et à tous d'être venus nombreux pour cette première rencontre autour du livre Maroc-Algérie, une fraternité à reconstruire. Merci à Arbi Bargash qui m'a fait l'honneur de me demander et de présenter ce livre. Moi aussi, j'ai eu le bonheur de le lire. J'étais l'une peut-être des premières à l'avoir lu. Et comme je l'ai dit à maintes reprises, Monsieur Haythami, j'ai appris énormément de choses à ce sujet. C'est un sujet qui était flou dans ma tête et aujourd'hui, je peux me targuer d'en savoir beaucoup de choses. Et pourtant, l'information est disponible un peu partout, mais ce livre a le don de synthétiser et de pointer du doigt les questions et les étapes cruciales du développement de cette relation entre le Maroc et l'Algérie. Alors nous savons que le cadre international aujourd'hui a profondément évolué. L'ONU a tranché en faveur de la solution marocaine sur la question du Sahara, modifiant durablement les rapports de force diplomatiques. Ceci étant dit, ce qui était censé ouvrir la voie, une sorte d'apaisement, a paradoxalement ravivé une sorte de blessure et ravivé des crispations, que ce soit identitaires ou politiques. Et cela a contaminé même des secteurs et des espaces qui ne sont ni politiques ni identitaires, tels que le foot, on l'a vu dernièrement, ou la culture populaire. Alors, que ce soit pendant la CAN, il faut qu'on en parle parce que je rappelle juste que cette présentation de livre était prévue bien avant, bien avant ce qui s'est passé au niveau de la CAN. Donc, ce n'est pas un événement opportuniste, mais ça ne pouvait pas mieux tomber pour expliquer justement cette relation maroco-algérienne qui reste visiblement une blessure vive, parfois instrumentalisée et le plus souvent mal comprise de part et d'autre des frontières. Alors, c'est précisément dans cet écart entre les faits, le droit et les émotions collectives que s'inscrit cet ouvrage. Cet ouvrage
ce n'est ni un pamphlet, ni un récit académique. Il repose sur beaucoup de subjectivité, tout en étant très bien documenté et rigoureux sur les sources, pour expliquer ce conflit qui dépasse la question des frontières. C'est un conflit qui touche à la mémoire, qui touche aux trajectoires idéologiques séparées et différentes, et aux récits nationaux concurrents. Donc ce livre ne va pas parler d'histoire par nostalgie, mais il va un petit peu essayer de démontrer que l'histoire mal comprise et mal digérée, elle va produire des tensions et des incompréhensions, des interprétations fallacieuses. Et ce sera aussi aujourd'hui l'occasion de demander à Sibargash et de discuter ensemble, parce que je sais qu'il y a des amis et des frères algériens présents aujourd'hui en salle. Donc ce sera pour nous tous l'occasion de discuter sur cette fraternité à reconstruire et de savoir déjà si elle a existé par le passé ou pas. Ça, c'est une question à laquelle Sibargash va aimablement répondre. Alors, pour commencer, ma première question, c'est que, et vous le dites vous-même, vous n'êtes pas académicien, vous n'êtes pas historien. Quel est votre rapport à cette question du Sahara et d'où vient cette passion, cet engouement pour cette question qui a fait l'objet de plusieurs chroniques pendant des années? Sibargash. Bonsoir tout le monde, bonsoir Fedora. Avant de commencer, je voudrais quand même exprimer toute ma gratitude et mes remerciements et ma sympathie à l'équipe du matin, à la tête desquels M. Haytami, qui m'a fait confiance et qui m'a encouragé, à M. Ali Alaoui également, qui m'a invité pour cette première présentation, et à Fedwa, avec qui on a travaillé, on a beaucoup réfléchi pour donner de la consistance à ce travail. Tu me poses une question qui est très intéressante, parce que quelle légitimité je peux avoir pour écrire un livre sur un sujet aussi compliqué et qui relève de l'histoire, de la géopolitique, de la politique tout court. Moi, j'ai d'abord la passion de l'écriture. Et cette passion, tu la connais, c'est quelque chose c'est un besoin. Il m'arrive très souvent de me lever à 7h du matin, à 6h du matin et me mettre à écrire pour réagir par rapport à un événement quelconque. Donc cette envie d'écrire, elle s'est posée à partir de 2019, lorsque M. Tebboune a été élu à la tête de l'État algérien, et que tout ce qui avait été construit depuis 1975 pour rétablir des relations saines entre le Maroc et l'Algérie a été détruit d'un coup. On a commencé à voir des attaques qui venaient un peu de partout. Et bon, moi, je ne voulais pas me résoudre à accepter cette rivalité qui était tout à fait stérile. Tout le monde, aujourd'hui, tous les experts le disent, la fermeture des frontières entre le Maroc et l'Algérie, c'est entre 1,5 et 2% de PIB en moins. C'est-à-dire que le PIB marocain en 2025 est de 170 milliards. Si les frontières avaient été ouvertes, aujourd'hui, il serait à 250 minimum. De la même manière, en Algérie, c'est les mêmes effets. Et ça aurait peut-être obligé nos deux pays à mieux structurer leur économie, à subir une compétition et une concurrence qui ne pouvait être que
positive parce qu'elle allait provoquer chez chacun d'entre eux une émulation qui ne peut que produire de la richesse pour les populations des deux pays. Voilà, j'ai aussi un père, l'Arhamo, qui a écrit sur la famille. J'en parle un peu en avant-propos. Il a parlé des relations entre le Maroc et l'Espagne. L'Espagne, c'est le pays de nos ancêtres. Et il a essayé de construire, de faire un parallèle entre l'histoire de la famille qu'il a récupérée à travers des archives qui étaient éparpillées dans une grange à l'intérieur de la maison familiale, en Médina. Et à partir de là, il a reconstitué, il s'est fait accompagner par un professeur pour donner un côté scientifique à son travail. Et pour moi, le travail n'était pas terminé. Il fallait peut-être l'adapter à la période actuelle, qui est une période compliquée pour l'environnement global du pays. Alors, pour revenir à l'actualité, la montée spectaculaire de tensions entre le Maroc et l'Algérie, ce dernier mois, on le voit sur les réseaux sociaux, en sachant très bien que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, mais malheureusement, ça peut alimenter une sorte d'animosité très présente. Qu'est-ce que ça dit en fait de la relation maroco-algérienne aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire tout simplement qu'on ne se connaît plus du tout, qu'il n'y a pas de lien entre les Marocains et l'Algérien, et que ce slogan de Khawa Khawa, finalement, c'est juste de la poudre aux yeux? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a un socle commun. Hein. Aujourd'hui, nous avons quand même plusieurs familles marocaines qui sont, et des familles algériennes qui ont des relations familiales. Donc, le Khawa Khawa, c'est un slogan, mais qui n'est pas vide de sens, dans la mesure où on n'a pas le choix. La géographie nous impose d'être les uns à côté des autres, et ensemble, un jour ou l'autre, il faudra réouvrir ses frontières. Le Maroc a choisi l'ouverture, et ça depuis les années 60. On a choisi de nous ouvrir au monde. On l'a fait maladroitement, avec des résistances, avec des régimes qui n'étaient pas conformes à ce que cette liberté propose. Mais on a quand même cette ouverture qui fait qu'aujourd'hui, les Marocains ne sont pas surpris de voir un étranger dans leur ville. Nous sommes à 20 millions de touristes, c'est pas rien. Et on voit que l'infrastructure suit pour accompagner ce flux. C'est pas le cas en Algérie. En Algérie, ils se sont refermés sur eux-mêmes. Et ça a commencé dès les années 60, dès 1962. Pas le 5 juillet, parce que le 5 juillet, c'est le gouvernement provisoire qui a pris le pouvoir. Et le gouvernement provisoire avait des idées libérales. Mais il a été très vite renversé par l'idéologie dominante de l'époque. Et à partir de là, ils se sont fermés à tout ce qui était étranger. Tous les Français qui habitaient en Algérie ont quitté. Les membres de la communauté juive, qui était une communauté importante en Algérie, ont dû quitter. Et l'idée d'installer à la place un régime arabo-islamique a fait que le pays a voulu vivre en vase clos. C'est aujourd'hui la raison pour laquelle l'Algérie, compte tenu de ce qui s'est développé au Maroc, ils ont eu une première expérience quand en 1988-89, les frontières se sont ouvertes. Il y a eu un vrai problème en Algérie.
il y avait une propagande qui disait que le Maroc, c'est un pays pauvre, où il n'y a rien, les gens mangent dans les poubelles. Il y avait une vraie propagande anti-marocaine. Et quand les gens sont venus, moi j'étais en Algérie en 1990, j'ai vu dans des maisons des gens photographiés avec des photos, avec derrière eux des régimes de bananes. Parce que pour eux, c'était quelque chose qui n'existait pas, et ça a bouleversé leur société, ça a perturbé leur perception du Maroc. Et je pense que la fermeture actuelle, elle est dans le... Pour éviter un nouveau hirak latent, voilà. Alors, parmi les choses importantes que moi-même j'ai compris à travers ce livre, c'est que l'histoire et le conflit autour du Sahara marocain n'est pas le vrai conflit, c'est juste un prétexte au conflit. Et que le problème, la discorde qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie est d'abord idéologique. Et donc dans ce livre, on remonte vraiment au tout début, au commencement. Et vous situez ce début de problème, le point de départ de la réflexion en 1830. Donc en quoi cette date, elle est structurante pour comprendre les tensions actuelles? Alors, 1830, c'est l'arrivée de la France en Algérie. Le 5 juillet, ils ont débarqué, l'armée française a débarqué à Sidi Harrach, pardon. Férouche, oui. Ok. Bon, ce que je voulais dire que c'était l'époque de la révolution industrielle. Il y avait un mode de production jusque-là qui était un mode de production féodal, avec le trafic. Les seules relations que les pays impérialistes, entre guillemets, avaient avec le Sud, c'était pour l'esclavage, pour ramener des gens. Et le nouveau mode de production bourgeois, il fallait créer de nouveaux marchés, la colonisation de ce nouveau mode de production était différente. Et c'est à partir de là qu'on peut comprendre la volonté de la France de se développer. Mais quand ils sont venus, les Français, quand ils sont venus en Algérie, ils n'avaient pas l'intention de rester longtemps. Le roi Charles X, qui était le roi de France à l'époque, qui était le frère de Louis XVI. Bon, il y a eu, après Louis XVI, avec la Restauration, il y a eu Louis XVIII et Charles X. Et Charles X, il est venu juste après les défaites de Napoléon. Et pendant 15 ans, l'armée française n'avait pas le droit de se déployer en Europe. Et la tension montait, surtout que Charles X, quand il a pris le pouvoir, il a voulu restaurer tout ce qui avait été pris aux nobles. Donc l'idée, c'était d'occuper l'armée algérienne, les soldats, de les occuper, et c'est le sens de cette invasion en Algérie. Charles X a été destitué un mois plus tard, et celui qui l'a remplacé, il s'est rendu compte que cette opération était fructueuse, parce qu'ils ont récupéré tout l'argent du Dey d'Alger, de la régence d'Alger, le régent d'Alger. Ils ont récupéré tout l'argent, et c'est devenu quelque chose de très intéressant pour la France. Et c'est à partir de là que la France s'est déployée dans toute l'Algérie. Et donc, juste après, il y a une autre date que vous avancez, c'est 1844, et c'est la défaite d'Isly. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cette date? Alors, 1844, c'est la bataille d'Isly. En 1830, quand les Français sont arrivés, ça a suscité des révoltes en interne. Alors, il y a deux personnages. Il y a l'émir Abdelkader, qui a monté toute
toute une épopée pour lutter contre la France. Et il y a eu aussi le deuil de Constantine. Bizarrement, l'histoire n'a pas retenu ce personnage, et c'est peut-être pas parce que l'histoire, elle est réécrite avec toujours une idée derrière la tête. Les Algériens ont privilégié l'émir Abdelkader. Pourquoi? Parce que l'émir Abdelkader a sollicité le sultan marocain, Moulay Abdelrahman, qui était plus ou moins réticent à entrer en guerre parce que la garde royale, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelait, les phares s'appelaient la garde royale n'était pas suffisamment équipée. Et bon, finalement, ça s'est terminé par la bataille d'Isly, qui a eu lieu le 14 août. Et cette date est importante parce que c'est la date à laquelle, à cette époque, la France aurait pu coloniser le Maroc. Parce qu'à Isly, c'est pas loin de Fès, le sultan était à Fès, ils auraient pu continuer. Ce qui les a retenus, c'est la chaleur. Les chevaux sont... Enfin, il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de pertes, et c'est pour ça que la France est revenue, et ils ont signé des accords sur les frontières, les premières pertes de territoire de l'empire chérifien marocain. Alors justement, comment se sont fait les nouvelles frontières, disons? Comment se sont dessinées? Comment la colonisation et le colon a tracé ces frontières? Sur la base de quoi? Sur des bases géométriques. Hein. Je veux dire, il n'y a aucune logique dans le tracé des frontières. Mais je voulais dire, est-ce que sur la base d'intérêt personnel, est-ce qu'ils se sont basés quand même sur ce qui existait auparavant? Ah non, on a perdu du territoire. Déjà à l'époque, dès 1844, on a perdu du territoire. L'Empire était grand pour les moyens de l'époque. Le Maroc, la garde royale était réputée invincible. Depuis la bataille des Trois Rois, la garde royale n'a jamais perdu de bataille. Et cette bataille va... C'était plus de l'ordre du mythe finalement, parce que depuis la guerre des Trois Rois, ça date. Oui, mais dans l'imaginaire, même dans les chancelleries européennes, les gens pensaient que la garde royale était invincible, qu'il fallait pas. Et cette défaite a encouragé l'Espagne, par exemple, à attaquer le Maroc en 1859, Fraslement. Donc, je veux dire que c'est une date importante parce que c'est à partir de là que le Maroc a commencé à subir les attaques de tout l'impérialisme européen. Jusque-là, est-ce que on peut encore dire que les relations entre Maroc et Algérie n'étaient pas tendues, ou alors elles existaient bien avant le tracé colonial des frontières? Les frontières telles qu'on les conçoit aujourd'hui, avec un douanier, avec un passeport qu'on tamponne, etc., n'existaient pas à l'époque. Donc les gens circulaient dans les territoires qui étaient à la limite d'un pays, étaient très, très, très peu étanches, quoi. Les gens, il y avait beaucoup de familles qui traversaient d'un côté et d'un autre. L'Algérie, là où la différence se faisait, c'est au niveau de la religion, au niveau quand la prière se faisait au nom du sultan marocain, pour les Marocains, et au nom du sultan de Constantinople, pour les Algériens, les Tunisiens, etc. Parce que même si les Ottomans n'avaient plus vraiment n'étaient plus présents, ils étaient occupés à une guerre contre les Grecs, donc ils n'étaient plus tellement présents, mais si vous voulez, si tu veux, au niveau de la symbolique religieuse, le sultan de Constantinople était la référence pour les Algériens.
Après, il y a eu une phase de colonisation au Maroc et en Algérie de façon concomitante. Quels étaient les rapports pendant le protectorat et la colonisation d'Algérie? Quels étaient les rapports entre le Maroc et l'Algérie, le sultan et le pouvoir algérien? Alors, il faut dire que en 1859, quand il y a eu la bataille de Ras el-Ma, le sultan du Maroc était mourant. Moulay Abdelrahman était mourant. Et c'est son fils, Mohamed Ben Abdelrahman, Mohamed IV, c'était pas son nom à l'époque, mais on le reconnaît aujourd'hui comme ça. C'est Mohamed IV qui a pris la relève. Et sa volonté, c'était de reconstruire l'État marocain en faisant en parcourant le Maroc. Et c'est à partir des nominations, etc., qu'on a retrouvé les archives qui ont servi par la suite à défendre notre dossier au niveau de la Cour internationale de justice. Quand il y avait des nominations de Qadi, de Qaïd, de Bacha, etc. Et il y avait aussi quelque chose de très important, c'est les cérémonies d'allégeance. Parce que l'allégeance au Maroc, on ne le sait pas trop, c'est une allégeance écrite. Et c'est une double allégeance. C'est à la fois le peuple qui fait allégeance au sultan et le sultan qui reconnaît le chef de tribu, etc. Donc c'est pour ça que c'était écrit. Pour revenir à ma question, moi je parle des rapports entre le pouvoir marocain et le pouvoir algérien pendant la colonisation et depuis par exemple le début du XXe siècle. Quels étaient les rapports alors qu'ils étaient tous les deux occupés par la France? Alors, dans la colonisation française, en Algérie, il y a eu plusieurs étapes. Et il y a eu l'arrivée de Napoléon III. Napoléon III avait une conception de la colonisation qui se rapproche un peu de Lyautey. C'est-à-dire qu'il a voulu faire de cette colonisation une colonisation civilisatrice. Tu vois, il a cherché à... Et donc, les relations qu'on avait, c'était des relations entre le sultan et la France. Parce que c'est la France qui dominait. Mais la France, pour pénétrer au Maroc, a utilisé les Algériens qui étaient instruits comme traducteurs. Et c'est pour ça qu'auprès des sultans marocains, on a beaucoup de lettrés d'origine algérienne qui ont participé au protectorat marocain. À la résistance. De la France, voilà. À la résistance. Par la suite, il y a la période de la je veux juste signaler que le livre est extrêmement riche en détails et donc vous allez pouvoir à souhait parcourir le livre et savoir dans le détail tout ce qui s'est passé au niveau du Maroc et de l'Algérie avant le protectorat, pendant le protectorat et la colonisation et après l'indépendance. Moi, je voudrais parler de cette période de l'indépendance parce que c'est une période qui est très importante parce que c'est là où on a compris que le Maroc et l'Algérie vont prendre deux trajectoires idéologiques complètement différentes. Oui, bien sûr, mais il faut quand même revenir un peu en arrière. Quand le Maroc a eu son indépendance, le retour de Mohamed V, Allah yarhamou, le Maroc a signé une convention avec la France dans laquelle il disait que contre de l'aide, le Maroc n'allait jamais entamer quelque chose de négatif contre la France et vice-versa.
Sauf qu'il y avait le problème algérien. On était en pleine guerre. Cette problématique se posait également pour les Tunisiens, qui ont été indépendants en même temps que même un peu avant le Maroc. Donc les Tunisiens aussi ont été confrontés, à travers Bourguiba, ils ont été confrontés à cette problématique. Il fallait choisir entre soutenir le FLN ou continuer à se développer avec le soutien français. Donc à partir de là, le Maroc a fait le choix de soutenir le FLN, même en prenant le risque de refuser de négocier avec la France la restitution d'un certain nombre de territoires qui étaient acquis. Tout ce que vous dites là, c'est acté historiquement. Oh. Vous l'avez cherché. Pourquoi on n'arrête pas d'entendre dire que le Maroc a trahi l'Algérie dans son rapport avec la France? Bon, ça c'est autre chose. Mais bon, est-ce que c'est de la propagande ou est-ce qu'ils ont des arguments? Parce que ce sont des choses qu'on nous avance et on ne sait pas comment répondre à ce genre de choses. Le récit algérien est un récit qui est très bien structuré. Ils ont vraiment fait de telle sorte que, par exemple, de ce que je considère comme étant des héros, par exemple le Dey de Constantine, qui n'a jamais trahi les Algériens, qui est resté jusqu'à la fin de sa vie opposé à l'Algérie, n'est pas aujourd'hui la personnalité symbolique du régime algérien. C'est l'émir Abdelkader. Or, l'émir Abdelkader a terminé comme ami de Napoléon III, il a été décoré par la France, il a tous les attributs de quelqu'un qui a trahi. Pourtant, c'est considéré comme un héros. Mais pourquoi il le considère comme un héros? Parce que l'émir Abdelkader se trouve à côté du Maroc et le récit qu'ils veulent intégrer dans leur livre d'histoire pour que les gens développent cette haine, c'est que l'émir Abdelkader a été trahi par Moulay Abdelrahman. Et c'est pour ça qu'il a perdu. Ce qui est exactement Enfin, je ne peux pas me prononcer. Il y a pas, dans ce type de récit, il y a des récits qui se confrontent. Absolument. Donc on ne peut pas vraiment se prononcer. D'ailleurs, dans le livre, je prends les versions des uns et des autres, et à chacun d'entre nous de conclure ce qu'il veut bien conclure. Alors, on a parlé de Mohamed El Khamis qui justement rend son pacte avec la France en défendant l'Algérie. Et pourtant, quelques années plus tard, l'Algérie est indépendante et il y a d'autres tensions qui persistent. Oui. Alors, Mohamed V, d'abord, il a refusé de donner les clés au parti de l'Istiqlal, qui était le parti dominant de l'époque, et c'est le parti de l'Istiqlal qui est à l'origine du mouvement de résistance. Il lui a imposé, et le parti de l'Istiqlal, Al-Fassi, a passé son exil en Égypte, il était imprégné de cette culture arabo-musulmane, etc. Mohamed V a refusé et il avait une telle autorité sur le reste de la population et sur les chefs de parti qu'il a pu imposer sa vision. Et sa vision, c'était que le Maroc est un pays de diversité et qu'il fallait respecter cette diversité. Et qu'il ne fallait pas l'emprisonner dans un petit... voilà. Donc, dans son premier gouvernement, il a refusé de désigner Al-Fassi comme Premier ministre et comme ministre tout court. C'est-à-dire que tout le monde s'attendait à ce que ce soit Al-Fassi qui allait être nommé. Finalement, c'est le Bekaï qui a été nommé, le Bekaï qui était le pacha de Sfro, et un des rares pachas qui est resté fidèle à Mohamed V en 1953. Donc, il y a eu ça d'abord. Al-Fassi a été écarté du gouvernement, mais on lui a donné un dossier compliqué.
c'est le dossier de la Moudawana, le code de la famille. Donc le premier code de la famille, c'est Al-Fassi. Il y avait un autre tourbillon, c'était Mehdi ibn Barka. Mehdi ibn Barka, qui avait des idées de gauche radicales, a été désigné comme responsable de la constituante. Il a été chargé d'écrire une constitution pour le Maroc. Et il a nommé dans son premier gouvernement un ministre de confession juive, Benzaken, qui était son médecin particulier, et il l'a nommé comme ministre des PTT. C'était pour renvoyer l'image d'un pays divers, etc., avec la composante berbère, la amazère, la composante arabe, la composante andalouse, etc. Donc voilà, et ça a été très important. Ceci dit, Mohamed V avait quand même une tendance de gauche, qui était la tendance dominante dans tous les pays du tiers-monde. Hassan II, qui lui a succédé, était libéral. Et il avait des convictions libérales qu'il a imposées, qu'il n'a pas pu complètement imposer parce que, bon, il a fait des concessions à la gauche marocaine pour les récupérer pour justement la cause du Sahara, jusqu'en 94-95, où le choix d'un libéral a été acté définitivement pour le Maroc, et ça a produit de la richesse. Je veux dire, j'ai un seul chiffre en tête, il y avait 3 millions de touristes, on est à 20 entre 98 et 2025. Donc voilà. L'Algérie, il y avait le gouvernement provisoire qui était désigné qui était présidé par Farhat Abbas et qui a signé les accords de décolonisation. Farhat Abbas était libéral. Et il était sur la même posture que Sa Majesté Mohamed V, mais il a été débordé par sa gauche, par l'armée des frontières, c'est essentiellement Boumedienne, le clan d'Oujda, on les appelle comme ça, qui ont pris le pouvoir 2 mois après, en septembre. L'indépendance de l'Algérie, c'est le 5 juillet 1962. Ils ont pris le pouvoir le 27 septembre 1965. Ils ont écarté le GPRA, le gouvernement provisoire, et ils ont renié tous les accords qui avaient été signés avec le Maroc, dont un accord sur les frontières. Le Maroc avait refusé de négocier avec la France la restitution des terres pour les négocier avec le gouvernement provisoire qui a perdu le pouvoir 2 mois après l'indépendance. En fait, ça a perpétué un petit peu le... Donc voilà, et le choix en 1962, c'était un choix, l'Algérie a choisi le camp de l'Est, quand le Maroc a choisi le camp de l'Ouest, et il était assez isolé. Oui. Alors, il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu la guerre froide. Comment elle a influencé de manière directe ou indirecte la posture diplomatique algérienne actuelle ? Le problème algérien, il est plus complexe que ça. Moi, je ne pense pas que les Algériens, y compris au niveau du pouvoir, soient vraiment contre, bon, à part quelques-uns peut-être, qui tiennent à ce conflit. L'Algérie a pris conscience qu'elle avait fait de mauvais choix. Elle est aujourd'hui en train ne serait-ce que leur code des investissements, ils se sont inspirés du code marocain. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté de changer les choses. Sauf que si l'Algérie ouvre ses marchés, toutes les entreprises algériennes vont s'effondrer parce qu'elles ne seront pas compétitives. Je vais vous donner juste un exemple. Quand je suis parti en 1990 en Algérie, moi j'étais directeur d'agence.
j'avais une agence, et je suis parti à Gherdaya, et à Gherdaya, dans une agence qui était similaire à celle que je dirigeais. C'est-à-dire en termes de dépôt, d'emploi, de nombre de clients, etc. Une agence bancaire, oui. Et on était 9 dans l'agence que je dirigeais. Ils étaient 53. Ça te donne un peu une idée sur la productivité de l'agence. Nous, quand on n'envoyait pas la journée comptable, on l'a déposée à 6 heures, il y avait une voiture qui passait, récupérait, elle la mettait dans la CTM, et quand elle n'arrivait pas le lendemain matin, à 2 heures d'après-midi, l'inspection était chez nous. Ils avaient des retards de 3 mois, et ça dérangeait personne. Alors ça, c'est toujours malheureusement encore le cas. Ils n'ont commencé à avoir des guichets automatiques qu'il y a 5-6 ans. Alors que nous, les guichets automatiques, les paiements, j'ai même oublié, ça remonte à 81, 82. Il y a un tel écart, et il y a beaucoup de... Dans l'économie algérienne, il y a beaucoup de réticences. Parce que chaque fois comme ils ont beaucoup de pétrole, et que le pétrole, à un moment donné, quand Bouteflika, par exemple, Bouteflika est venu avec l'idée de libéraliser l'économie, de s'appuyer. Bon, il a serré la main de Yehoud Barak, il est parti visiter le CRIF quand il est parti en France en visite officielle. Il avait la volonté d'ouvrir l'économie. Mais il n'a pas pu. Il a développé juste de l'affairisme avec le scandale de la banque Khalifa, etc. Donc, même quand il y a la volonté d'ouvrir l'économie, il y a la peur de se retrouver face à une montée de revendications sociales. Et les Algériens se sont habitués à l'assistanat. Imaginez que le SMIC en Algérie et les indemnités de chômage sont pratiquement au même niveau. C'est plus intéressant de rien foutre. Et vous avez automatiquement des indemnités de chômage. Est-ce qu'on a une idée sur le taux de chômage en Algérie? Est-ce qu'on a des chiffres? Non, parce qu'ils recrutent sans besoin, sans que ça corresponde à un besoin économique, de marché. Et ce qui a permis ça, c'est qu'en 1998, le prix du baril, il était à 12 dirhams. Il est passé 3 ans plus tard à 147 dirhams. Cette manne, dollar. Cette manne a permis à l'Algérie d'engranger 800 milliards de dollars. Mais ces 800 milliards de dollars, au lieu de les injecter dans des réformes, ils n'ont pas... Ils ont acheté la paix sociale avec. D'accord. Alors, ok, nous avons des divergences idéologiques, mais il y a eu un conflit très important, c'est celui du soutien algérien au Polisario. Alors, le livre suit toutes les étapes et nous explique clairement comment ça a commencé et comment ça a débordé, et jusqu'à l'état actuel des choses. Est-ce que pour l'Algérie, c'est vraiment une question de sécurité nationale que de soutenir le Polisario, ou c'est juste une sorte d'impasse dans laquelle il s'est engouffré et qui ne voit pas d'issue possible autrement que par le conflit? Est-ce que c'est un conflit qu'ils vont mener jusqu'au bout, juste parce qu'ils sont piégés dedans? Bon, il faut espérer qu'ils vont... Moi, je suis convaincu que l'affaire du Sahara est une affaire close. Je pense pas que peut-être
un caïd au fin fond du Sahara algérien qui pense qu'ils peuvent encore récupérer le Sahara, mais je ne pense pas que le gouvernement algérien pense qu'il y a encore un espoir. Ils font durer la chose. Mais il faut remonter à Boumedienne pour dire que ce n'était pas une... L'Algérie n'avait pas la volonté de soutenir un mouvement séparatiste. C'est l'appétit vient en mangeant. C'est Kadhafi qui est à l'origine du Polisario. C'est lui qui a financé le Polisario. Et le Polisario a été créé à Zouérat, en Mauritanie. Par la suite, il y a Louali qui était un maoïste, qui était pro-marocain, mais anti-monarchique. C'est lui qui a l'origine. L'histoire, il se dit qu'il a été tué parce qu'il a compris qu'il avait fait une erreur en faisant sortir les mercenaires, enfin les Sahraouis indépendantistes, les faire sortir et les installer à Tindouf, que c'était une erreur. Parce que historiquement, jamais un peuple qui a quitté son territoire n'est revenu. Les Hébreux qui ont quitté l'Égypte ne sont jamais revenus en Égypte. Les Italiens qui ont quitté l'Italie de Mussolini pour aller en France, ils sont jamais repartis chez eux. Les Andalous qui sont venus au Maroc ne sont pas repartis. Ça fait quand tu quittes un pays comme ça en masse, tu ne reviens plus jamais. Alors, dans le livre, il y a, que vous avez commencé à rédiger bien avant la dernière décision de l'ONU, il y a toutes les étapes par lesquelles la diplomatie marocaine est passée pour justement argumenter en faveur de la solution marocaine autour du Sahara. Et jusqu'il y a à peine, je ne sais même pas si ça sert à quelque chose d'en parler, mais je me dis que à partir du moment que ça existe dans le livre, ça a tout son intérêt. On est passé par beaucoup d'étapes, en argumentant, en plaidoyant, en avançant des preuves historiques, et pourtant ça a pris tellement de temps, ça a accusé un tel retard qu'on se poserait la question s'il y avait autre chose qui empêchait justement cette reconnaissance de la solution marocaine comme seule solution. Le Maroc a... C'est-à-dire, je vais le dire en clair, est-ce qu'il y avait autre chose que le conflit et le problème avec le Polisario et l'Algérie? Est-ce qu'il y avait d'autres parties prenantes qui justement nous mettaient les bâtons dans les roues? Ah, ça c'est une question, je ne sais pas si je peux y répondre, parce que il faut connaître les rouages de la politique, ou de la diplomatie. Il y a probablement des intérêts qui étaient en jeu. Il y a beaucoup de pays qui ont intérêt à ce que ce conflit continue. Je sais que, par exemple, l'Espagne, qui a été extraordinaire pendant l'exil de Mohamed V. L'Espagne n'a jamais reconnu Ben Arafat, par exemple. Oui, l'Espagne a été extraordinaire dans le soutien, dans le maintien mais ils avaient des ambitions sur le Sahara, et donc ils ont développé parce que les mouvements indépendantistes, il y en a plusieurs au Sahara. Il y a le premier, c'est le PNUD, qui appartenait, qui était plus ou moins proche de l'Espagne, et il était dirigé par Khalid Naoud Rachid, qui s'est rallié à la fin au Maroc. Et il y avait aussi, le Polisario, qui n'existe que depuis 1973. C'est-à-dire qu'un mouvement qui a été créé en 1973, qui devient république 2 ans plus tard, c'est quand même surprenant. Ça veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup de financement derrière, il y avait vraiment une volonté de nuire au Maroc. Mais il faut savoir quand même que le fond de cette rivalité, c'est une rivalité entre Boumedienne et Sa Majesté Hassan II.
Boumedienne avait un vrai problème avec Hassan II, au point où lorsque le Maroc a lancé la politique de 1 million d'hectares et la politique des barrages, Boumedienne a sorti la politique des 1000 villages. Bon, moi j'étais à Ghardaya, j'ai vu 2 de ces villages. C'est des villages qui ne correspondent à rien, qui ont été édifiés un peu partout, et qui n'ont jamais été habités, qui ont été pillés, parce qu'on a pillé tout ce qui est buanderie, fenêtres et tout. Mais bon, c'est donné. Il y avait une vraie rivalité. Il y avait une vraie rivalité. Cette rivalité, le charisme de Hassan II était tel qu'il suscitait cette espèce de jalousie. Sa majesté, la majesté qu'il avait, faisait que des personnages comme Kadhafi, comme Boumedienne, ne le supportaient pas. Et Kadhafi, lorsque Hassan II l'a considéré comme un partenaire, est devenu comme un petit toutou face à lui. Il a commencé à l'appeler le Melik Tsauri, alors qu'avant il parlait de lui comme le roi traître. Il a commencé à dire de lui que c'était le roi révolutionnaire et tout. C'est dire à quel point ils avaient. Voilà, c'était une guerre d'ego. Okay. Et avec Mohamed VI, c'est différent. Mohamed VI, et c'est une force qu'il a de jamais répondre, de rester courtois, ne jamais provoquer et avancer. Alors justement, ne jamais répondre, ne jamais provoquer, c'est aussi parce qu'on en parle aujourd'hui dans l'actualité, c'est aussi un positionnement des médias, de la majorité des médias sérieux, disons officiels et tout ça. On ne répond pas à la provoque par la provoque, ni à l'insulte par l'insulte. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé pendant la CAN, et en fait, on a découvert qu'il y a une vraie machination, une guerre de désinformation, bien sûr, pas de la part de l'Algérie et des Algériens, mais de la part de certains médias, de certaines franges du pouvoir. Aujourd'hui, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux nous demandent où sont les médias forts pour répondre à ces attaques-là, pour changer l'image du Maroc au niveau de l'Afrique, mais aussi au monde. Alors, justement, cette désinformation et cette retenue qu'a le roi Mohamed VI et qu'ont les médias marocains, est-ce que ça sert toujours à quelque chose, ou alors il faut vraiment changer de stratégie de communication et de diplomatie aussi? Alors, être bien élevé, il faut jamais changer. C'est bien de rester bien élevé, de continuer à être sur ce registre, ne pas répondre aux insultes par les insultes. Il n'empêche, et ça c'est un avis personnel, le Maroc a failli dans cette CAN. Il a failli parce qu'il a privilégié la communication événementielle. Il a fait de cet événement un événement grandiose. C'était époustouflant. Le Maroc a voulu éblouir son continent et finalement il l'a aveuglé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de communication institutionnelle. Cette communication, et il n'y a pas eu de communication de crise. On a laissé s'installer des mensonges, des fake news, sans y répondre d'une façon institutionnelle. Il ne faut pas répondre de la même manière, non. Et on a également failli au niveau du comportement. Moi, mais ça c'est un avis personnel, je trouve que le Maroc aurait dû accepter la nomination d'un arbitre algérien et sortir dans la presse. Allahumma damkar, ils nous ont mis un Algérien, c'est pas normal, alors que nous sommes en conflit, ça va poser des problèmes. Et on aurait inversé les rôles.
D'abord, l'arbitre algérien, Rayoul Khaïf, il a pris une décision contre le Maroc. Et on aurait inversé les rôles. En intervenant d'une façon officielle, en demandant le changement d'arbitre algérien, la rue africaine aujourd'hui ne sait pas que c'était un arbitre algérien qu'on a réfuté. On a réfuté un arbitre. C'est tout ce qui a été retenu. Donc tout le monde pense que le Maroc est avantagé. Et c'est à partir de là qu'est née cette défiance vis-à-vis de l'image du Maroc qu'ils ont essayé de salir. Ceci dit, c'est pas trop tard. Il faut imaginer, réfléchir à une autre manière de faire aimer le Maroc. Je termine sur ça, juste pour te dire que moi, quand j'étais à la banque, on est parti souvent en déplacement dans le continent. Et comme si Mohamed l'a dit tout à l'heure, je suis artiste. Donc chaque fois que j'allais quelque part, j'allais là où il y a des artistes. Il y a un village d'artistes à côté du stade de l'Amitié à Dakar qui est magnifique. Et avec plusieurs magasins, avec des peintres qui sont là-bas. Derrière chaque peintre, il y a la photo de Sa Majesté, avec eux. Chaque fois qu'il allait à Dakar, il achetait chez eux des tableaux pour les encourager, Et c'est pas une démarche commerciale, c'est une démarche sincère, parce que Sa Majesté est un féru de l'art. C'est un collectionneur. C'est un collectionneur d'art pour de vrai. Et d'ailleurs, juste une petite info officieuse. À la dernière foire, je pense, d'Abu Dhabi, il a dévalisé les stands algériens d'art, c'est-à-dire il a acheté beaucoup d'art algérien pour justement non seulement encourager, mais parce qu'il aime beaucoup, et donc c'est une approche sincère. Si tu permets, justement, l'Algérie, moi quand je suis parti en 90 à Ghardaïa, ils ont des artistes merveilleux. Ils ont une tradition, mais le régime socialiste a découragé tout ce qui était tradition algérienne, parce que ça faisait pas moderne, ça faisait rétrograde, ça faisait féodal. Et pendant ce temps, Hassan II, il a construit la mosquée Hassan II, qui a permis à beaucoup d'artisans de continuer à perpétuer les traditions marocaines et le savoir-faire marocain. Alors, on a parlé de reconstruire cette fraternité. Pendant cette CAN, par exemple, il y a eu beaucoup d'Algériens. Je parle même pas des Algériens qui habitent au Maroc et pour qui tout se passe bien, mais beaucoup d'Algériens sont venus. Bon, à part quelques petits incidents de hooliganisme et tout ça, on s'en fout, mais il y a eu beaucoup d'Algériens qui sont venus, qui ont découvert un Maroc différent, peut-être de l'image qu'ils s'en faisaient, mais qui ont aussi été accueillis par des Marocains, parfois dans leur maison, qui étaient invités à manger sans payer des fois et tout ça. Et ça explique que voilà, il y a cette possibilité de voir le Marocain et le Maroc autrement. Maintenant, il faut aussi que des Marocains partent en Algérie et qu'ils fassent la même expérience pour construire cette relation un petit peu de réciprocité. Moi, j'ai passé 15 jours à Ghardaïa et une semaine à Alger, 3 jours. J'ai jamais mangé à l'hôtel. J'étais toujours invité. Exactement. J'ai toujours été invité. J'ai été accueilli avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de sympathie. Je pense que chaque fois que moi j'aime le foot aussi, et chaque fois qu'une équipe marocaine se déplace en Algérie, elle est très bien reçue. Bon, il y a eu un incident une fois avec l'équipe des jeunes, des U17. Bon, il y a des voyous partout, hein, mais je pense que sur ce registre, il y a même un excès. Quand il y a des Algériens qui viennent au Maroc, on fait tout pour leur montrer qu'on est sympa. Et ils font tout pour nous montrer qu'ils sont bien.
Voilà, Alors justement, donc il y a même il y a une prédisposition de part et d'autre pour reconstruire quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut déconstruire pour permettre à cette relation d'être rétablie et de reprendre des liens, hein, pas forcément économiques, pas forcément politiques, mais juste humains. La baisse du prix du pétrole. La baisse du prix du pétrole, pourquoi? C'est parce que la baisse du prix du pétrole est aujourd'hui la volonté du gouvernement algérien. Bon, Aissam Ben Abdelrahman, qui était Premier ministre, était vraiment complètement focalisé sur l'économie algérienne. Bon, il a sauté, malheureusement, mais il y a quand même une grande frange de la population, des dirigeants algériens qui sont conscients que le pétrole, à un moment donné ou à un autre, ne permettra plus de vivre. On ne peut plus vivre sur cette rente-là. Et il y a une vraie volonté. Je ne sais pas si tu as vu avant-hier l'inauguration de la gare d'Ajbilet en Algérie. Le président était ému. Parce que vraiment, il y a cette volonté. Mais il y a des obstacles. Il y a des obstacles en interne chez eux. Parce qu'il n'y a pas la culture de l'ouverture économique. Aujourd'hui, sur un plan humain, quand on se voit de vive voix, quand on discute, tout se passe bien. La majorité du temps, on est apaisé. Mais sur les réseaux sociaux, c'est une autre affaire. Alors justement, aujourd'hui, on a l'impression que les gens se fient beaucoup plus aux réseaux sociaux. Est-ce que là aussi, il y a quelque chose à faire? Moi, d'après ce que parce que je reçois les journaux algériens, donc je m'y intéresse un peu. L'Algérie compte beaucoup sur la communication. Elle sponsorise beaucoup de comptes fictifs qui sont gérés par l'intelligence artificielle pour diffuser des informations souvent mal intentionnées, etc. Il y a quand même chez le pouvoir algérien un besoin de nuire sur l'image du Maroc. Juste après la CAN, ça s'est calmé. Ça va reprendre après la Coupe du Monde. Parce que le régime algérien ne veut pas que le Maroc organise la Coupe du Monde 2030. Ça leur fait très mal. Parce que le Maroc a choisi cette manifestation pour développer son infrastructure, pour développer un certain savoir-faire, etc. Et ce savoir-faire, on l'a depuis la Marche verte. La Marche verte a été une opération extraordinaire, réunir 350 000 personnes. Parce que la Marche verte, entre le jour de l'annonce de la Marche verte, le 16 octobre, et le 6 novembre, il y a 20 jours. Sur 20 jours, on a réuni il fallait toute une infrastructure, toute une logistique, des médecins, des hôpitaux. Il n'y avait pas de route à l'époque. À partir d'Agadir, il n'y avait plus de route. Marrakech-Agadir, ça n'existait pas, pratiquement pas. Donc, il n'y avait pas de train. C'était très compliqué de déplacer tout ce monde. Et réussir cet événement, ça a été le développement d'un savoir-faire logistique extraordinaire pour le Maroc, d'autant plus que pendant les 20 jours, le Maroc a inauguré le plus grand barrage en présence de Kurt Waldheim, qui était secrétaire général de l'ONU à l'époque. Donc pour vous, tant que l'infoguerre ne cessera pas, cette fraternité, elle ne verra pas le jour? Ou alors y a-t-il un moyen de court-circuiter? Il y a un risque avec cette infoguerre, parce que quand les gens découvrent la réalité du pays, ça peut se retourner contre celui qui diffuse de fausses informations. C'était sur le point d'arriver avec la CAN. Ça a débordé dans un match, le match Maroc-Tanzanie, avec ce pénalty qui n'existe pas, et ils en ont fait tout un... Mais les Algériens, vous
vous avez tous vu des vidéos qui ont été postées qui disaient que le Maroc, ils étaient bien reçus. Bon, il y a même eu une manifestation qui a été autorisée par le Maroc et à Rabat, ils ont traversé toute la ville. Donc je veux dire que c'est pas une fatalité. Il faut laisser faire, ça va passer. Mais il faut avoir une communication institutionnelle et ça c'est un déficit actuellement. Merci beaucoup, Sil Arbi. Ça a été un plaisir, ça a été un honneur pour moi de présenter ce livre. Et j'invite tout le monde à prendre un ouvrage, parce qu'ils sont en train de voler, de voler à toute vitesse. Donc prenez votre ouvrage et venez vous le faire signer. Je vais commencer par le mien, d'ailleurs. Il faut absolument me...